Les vacances d'été approchent et l'aéroport de Genève se remplit. Les restrictions liées au Covid sont levées et les romans s'apprêtent à partir en vacances. Au programme, des voyages en avion un peu partout en Europe, mais pour bon nombre de familles romandes, l'impact écologique des voyages en avion est au cœur des discussions. C'est le cas de la famille Cotet. Après 2 ans sans prendre l'avion, ils organisent leur prochain voyage, ce qui n'est pas sans difficulté. Du coup, on dit quoi? Lundi 11 juillet jusqu'au dimanche? Ça fait une petite semaine. Ouais. Donc du coup, on prend l'avion pour aller une semaine en vacances. À Londres. Ouais. Pourquoi on prend pas le train du coup? Bah, Ça nous fait une journée tranquille dans le train. ça fait au moins 2 jours. De toute façon, on peut compenser. Regarde, là. Et tu peux choisir sur combien de temps tu veux couvrir ton émission carbone. Ah ouais. Et si tu veux les couvrir en une année, tu vas payer 52 €. Parce que t'as émis 92 kilos. Et si tu veux les compenser en 10 ans, tu paieras 1,50 €. 1,50 €. Mais ça veut dire quoi compenser? L'idée de départ est simple, chaque vol émet des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et afin de limiter l'impact sur la planète, les clients des compagnies aériennes ont depuis quelques années la possibilité de financer volontairement des projets permettant pour ainsi dire de compenser leurs émissions. Si chaque compagnie possède son propre programme, du côté de Swiss, on propose principalement 2 types de projets. D'un côté, la possibilité de financer du carburant durable. De l'autre, un bouquet de 10 projets en partenariat avec l'ONG MyClimate. Répartis un peu partout dans le monde, ces projets proposent des solutions aussi diverses que l'installation de fours solaires au Nigeria, un projet d'électricité issu des déchets de bois au Brésil ou encore une centrale d'énergie solaire en République dominicaine. En Europe, on y trouve un projet de reforestation en Italie. Mais vu le peu de détails sur le site de la compagnie et intrigués par ce projet, nous avons décidé de nous rendre sur place. Des centaines d'oiseaux et un parc qui s'étend sur plusieurs milliers d'hectares. La réserve naturelle du delta du Pô est l'un des plus grands parcs nationaux d'Italie. C'est à près de 650 km de Genève, à Camporto, que nous rencontrons Filippo Baldassari. Cet employé du parc a accepté de nous montrer un projet de reforestation de 3 hectares qui pourrait correspondre à celui décrit sur le site de Swiss. Ici, nous avons la paroisse de Saint-Georges juste derrière nous. Derrière les buissons se trouve toute la partie dite d'Acqua di Valle, Casa Passona, Casa Campoto et Valle Santa. La zone représentée sur cette photo est très probablement l'endroit où nous avons effectué le reboisement. Avant de replanter les arbres, cette zone était pratiquement identique à celle que vous voyez sur ce téléphone. Ce que vous voyez derrière moi, c'est un projet de reforestation réalisé en 2009. Il représente au total environ 3 hectares de reboisement. Toutes les espèces sont des espèces autochtones. Ce sont des saules, des chênes blancs. Il y a des arbres et des arbustes. Ces travaux de reforestation ont été réalisés par l'entreprise Azero CO2 et le parc du delta du Pô. La forêt a ensuite été laissée à l'état naturel et les plantes ont donc pris le dessus. Il n'y a pas eu la moindre intervention humaine. Certaines plantes se sont imposées au détriment d'autres espèces. C'est une forêt entièrement naturelle. Ce qui est troublant, c'est que sur place, on ne trouve aucune mention du projet de Swiss ou de MyClimate. Nous demandons à Filippo Baldassari s'il en a déjà entendu parler. Non, personne. Personne n'a le moindre souvenir d'eux, ni de Swiss, ni de cette entreprise. Et pourtant, Swiss n'a pas menti, quel que soit le manque de lisibilité de ses investissements, ce projet figure bel et bien dans son portfolio. Par contre, vous allez le voir, ce n'est pas ça qui va stopper le réchauffement climatique. Pour y voir plus clair, nous avons pris rendez-vous avec Mélanie Heiniger, en charge du département de la responsabilité sociale pour le groupe Swiss. Nous avons soigneusement sélectionné notre portefeuille de compensation carbone en collaboration avec notre partenaire de longue date, MyClimate. Les critères les plus importants pour nous sont la qualité et l'efficacité des projets. Il est clair qu'avec notre partenaire, nous pouvons garantir une efficacité et une qualité maximale.
MyClimate dispose de 20 ans d'expertise dans le domaine de la compensation volontaire. C'est notre partenaire de confiance. Pour Mélanie Heiniger, le projet de reforestation italien est très important. Le projet de reboisement en Italie permet de fixer et donc de réduire le CO2. Ce projet est justement l'un des grands projets de MyClimate et il est certifié selon les normes de qualité les plus élevées. Il est également contrôlé par des experts indépendants et pour nous, en tant que projet européen, il s'agit d'une mesure efficace qui se trouve pour ainsi dire devant notre porte. Pour plus de détails, Swiss nous renvoie vers son partenaire MyClimate. Basée à Zurich, cette entreprise suisse qui compte une 60aine d'employés s'est spécialisée dans la compensation carbone. Nous avons demandé à son responsable presse, Kai Langwer, des informations sur ce fameux projet de reforestation en Italie. Le projet en Italie contient 5 espèces d'arbres locales qui ont été plantées spécifiquement pour augmenter la valeur de la biodiversité de cette zone, tout en y fixant du carbone. Normalement, sans ce projet, ces mesures de reboisement n'auraient pas été prises. Nous avons cherché ce projet parce qu'il fallait trouver pour le groupe Lufthansa, probablement en raison de leur filiale Air Dolomiti, un projet en Italie. Nous nous sommes dit qu'il conviendrait très bien et nous avons acheté une certaine tranche de la valeur totale des économies de CO2 et nous l'avons inclus au bouquet de compensation offert par les compagnies du groupe Lufthansa. Renseignements pris auprès du partenaire italien de MyClimate, l'organisation Azzero CO2, le projet a été inauguré en 2009 par les enfants d'une école scolaire de la région. Financé initialement par une entreprise italienne de plats cuisiniers, ce n'est que 7 ans plus tard que MyClimate a ensuite racheté une partie des crédits de carbone auprès de l'ONG italienne. Très exactement 100 crédits sur 2300, moins d'un 20e du projet total. Si ni Swiss ni MyClimate n'ont souhaité nous dire quel a été le montant versé, un document que nous avons obtenu montre que le projet comprenait la plantation de près de 3700 arbres pour un coût total de près de 44 000 €, soit un peu moins de 50 000 francs suisses. Toujours selon ce document, les 3 hectares de forêt permettent de capturer 2380 tonnes de CO2 sur 100 ans. Le temps de sortir notre calculette et l'on découvre que la part achetée par le groupe Lufthansa revient à 1 tonne de CO2 par année, soit l'équivalent de 6 allées simples Genève-Londres. À titre de comparaison, Swiss propose plus de 120 vols quotidiens au départ de la Suisse, soit près de 40 000 vols par an. Le projet de compensation en Italie compense donc près d'un 7 millième du CO2 émis par ces avions chaque année. Peu convaincue par ces options, la famille Cotet a décidé au final de ne pas compenser à travers la compagnie aérienne, mais plutôt de privilégier le train à chaque fois qu'elle le pourra. Et pour ceux qui optent tout de même pour l'avion, chaque compagnie a son propre système de compensation. Nous avons donc décortiqué l'offre des principaux transporteurs au départ de Genève. On regarde ça avec notre monsieur test, Stéphane Fontanet, et avec vous également, Augustin Franière. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur au Centre pour la durabilité de l'Université de Lausanne. Vous allez nous aider à y voir un petit peu plus clair. Mais d'abord, Stéphane, de quoi est-ce qu'on parle ce soir ? Alors, on a contacté 7 compagnies suisses, EasyJet, Air France, British Airways, KLM, Iberia. Et puis, il y en a une 7e qui n'a pas répondu, c'est TAP, la compagnie portugaise qu'on a relancée plusieurs fois. Il s'agissait de connaître les possibilités de compensation pour les clients qui prennent l'avion. Et donc, quel type de compensation est-ce qu'elle propose ? Alors, il y en a 2 types. Il y a une compensation qui permet d'acheter du carburant durable et il y a un second type de compensation qui permet d'investir dans la reforestation, des projets d'énergie renouvelable, des systèmes de fours de cuisson optimisés, etc. Tout ça dans différentes régions du monde, en Inde, en Afrique, en Amérique centrale, en Amérique du Sud. On a aussi Air France qui propose dans ces départements, que ce soit dans certains départements métropolitains et d'outre-mer, de faire cette compensation. Il faut aussi préciser que EasyJet n'est pas concerné par cette compensation volontaire puisque la compensation est incluse dans le billet d'avion. Compensation systématique chez EasyJet. Est-ce que ça veut dire qu'EasyJet fait mieux le job que les autres ? Eh bien, le mérite d'EasyJet à cet égard est de prendre ses responsabilités en incluant la compensation dans le prix du billet et de ne pas en faire une question, la protection du climat, une question optionnelle qui serait uniquement de la responsabilité de ses clients.
Par contre, il ne faut pas laisser entendre par là que EasyJet annule son impact sur le climat et que, du coup, les réductions d'émissions ne seraient plus nécessaires. La seule et meilleure stratégie reste la réduction rapide des émissions. Stéphane, on retourne à notre comparatif. Combien est-ce que ça coûte de compenser ces émissions de CO2 ? Oui, alors il faut d'abord comprendre le modèle de calcul. On prend en compte la consommation de kérosène, les avions, les vols longs ou courts, la météo aussi, le vent, c'est important. Et puis on prend aussi notamment la classe dans laquelle vous allez vous asseoir, que ce soit éco ou business, parce que vous avez plus de place pour les jambes, eh ben, ça se paye. Et ça se paye combien alors ? Ça se paye sur des trajets courts en Europe. On a pris des trajets au départ de Genève. Des trajets courts, ça coûte entre 1,40 franc et 2,70 francs pour cette compensation. Maintenant, si on parle de compensation avec du carburant durable, ça peut monter jusqu'à 170 francs avec la plateforme Compensed qui est affiliée à Suisse. Mais Augustin Franière, est-ce que vraiment, pour 2 francs, je peux compenser l'impact environnemental de ma place sur un vol ? Alors, c'est toute la question. Donc, quand on paye un petit supplément, celui-ci va permettre d'acheter des crédits qui viennent financer des projets, soit de réduction des émissions ailleurs sur la planète, soit de séquestration du CO2 qui est déjà dans l'atmosphère en plantant des arbres. Alors, 2 questions ici. Est-ce que les crédits font bien ce qu'ils prétendent ? Et là, typiquement avec la forêt, on a un certain nombre de difficultés, notamment liées à la permanence. C'est-à-dire que si une forêt, en poussant, absorbe du CO2, si elle meurt ou si elle brûle, tout repart effectivement dans l'atmosphère. Donc, il n'y a pas de généralité à ce niveau-là. Il y a des crédits de bonne qualité, il y en a de moins bonne qualité, voire de très mauvaise qualité sur le marché, et tout dépend. Une autre problématique est que la compensation suggère que l'on peut annuler les effets climatiques de nos activités en payant des projets ailleurs. Et cette logique même est en fait une convention comptable arbitraire quelque part et qui est à mon avis assez problématique. On l'a vu, de nombreux de ces projets sont à l'étranger, très loin d'ici parfois. Est-ce que ça change quelque chose, le fait que cette compensation ne se fasse pas sur place ou presque ? Alors le premier argument est de type économique, c'est-à-dire que les projets à l'étranger sont en général moins chers à la tonne de CO2, parce que la main-d'œuvre est moins chère, il y a plus de potentiel de mise en place de projets, etc. Par contre, c'est beaucoup plus difficile d'en vérifier la qualité. Et gros défaut de ces projets à l'étranger, ça ne fait pas évoluer notre société, donc la Suisse, vers une économie ou un fonctionnement à bas carbone. On sent un certain scepticisme de votre côté vis-à-vis de cette compensation. Oui, je suis assez sceptique par rapport à la logique même du projet qui reviendrait à simplement payer d'autres personnes pour réduire les émissions à notre place ou pour récupérer le CO2 atmosphérique. Effectivement, je pense que ce n'est pas légitime. C'est à nous, en Suisse, pays occidental et développé, de montrer l'exemple, de réduire massivement nos émissions. Et ce n'est pas payer des projets à l'étranger qui va nous permettre de faire ça. Merci beaucoup à tous les deux pour vos explications, pour votre présence ce soir. Très bonne soirée. Merci, pareil. Et on l'a vu avec l'exemple de Suisse, on vient d'en parler également, l'une des techniques de compensation carbone très à la mode, c'est celle de la reforestation, mais l'histoire le montre, les arbres plantés ne prospèrent pas toujours. Compenser le CO2 dépensé lors d'un vol en avion en replantant des arbres. L'idée est à la mode, mais que se passe-t-il lorsque l'homme décide de se substituer à la nature en replantant massivement certaines espèces ? C'est le sujet qui préoccupe le biologiste Yann Franière et ses collègues du Jardin botanique de Fribourg. En se plongeant dans les archives du canton, ils ont découvert que pour lutter contre la disparition des forêts, le Conseil fédéral a fait passer une loi le 24 mars 1876. Suite à cette loi, plusieurs centaines de milliers d'arbres seront plantés. Une initiative qui obtiendra un succès mitigé. Alors on est à un endroit intéressant, ici derrière moi c'est la vallée du Holbach. Il faut imaginer qu'il y a 100 à 150 ans, il n'y avait vraiment plus un arbre et tout a été reboisé par la main de l'homme. Et c'était des travaux qui étaient pharaoniques, donc il y a vraiment eu des milliers et des milliers d'arbres qui ont été replantés, pas seulement des arolles mais aussi des épicéas et d'autres. Et ça a nécessité beaucoup de travaux manuels. On a creusé beaucoup de fossés de drainage, on faisait des protections pour les avalanches pour pas que ça abîme les jeunes arbres. Donc voilà, vraiment des travaux très importants qui étaient menés il y a environ un siècle par ici. Alors à l'époque, on plantait surtout pour des motifs économiques. On avait besoin du bois, donc l'arole était un arbre qui était probablement assez apprécié pour ça. Il a un bois de valeur. On peut éventuellement même consommer ses pignons, donc ça peut être aussi une source de nourriture.
Donc probablement qu'il y avait plusieurs raisons qui ont mené à planter de l'arole. C'était un arbre qui pouvait vraiment apporter quelque chose à la population. Là derrière, on voit 2 aroles. On les reconnaît, ils ont les aiguilles qui sont un petit peu plus longues. Donc ceux de devant, c'est des épicéas, mais derrière, les aroles, un peu les aiguilles longues en touffe. Et c'est parmi les quelques rescapés qu'on trouve dans cette région de toutes les plantations qui ont eu lieu à l'époque. Donc, au cours de notre projet, on a eu la surprise de découvrir dans les archives qu'en tout, sur tout le canton de Fribourg, il y a 450 000 aroles qui avaient été plantées, au minimum, sur environ une cinquantaine d'années, il y a 100 ans en arrière. Et on en a retrouvé environ 650 aujourd'hui. Donc c'est vraiment un taux de réussite qui est très faible. Puis malheureusement, on ne sait pas exactement pourquoi, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, on n'a pas retrouvé de traces écrites. Je pense qu'au niveau écologique, ce n'était pas un endroit approprié pour cette essence. Mais malheureusement, on ne peut pas le savoir exactement. Un échec qui reste un mystère donc, mais qui permet de retenir certaines leçons, selon Yann Franière. C'est vraiment important de bien connaître l'écologie des espèces qu'on plante. On ne peut pas planter n'importe quoi, n'importe où. On a besoin de savoir assez précisément, ou en tout cas d'imaginer ce que ça peut donner à long terme. Puis c'est vrai que souvent, on n'a pas tellement cette vision, un siècle plus tard, qu'est-ce qui va se passer. On pense présent. Si on veut reboiser des terrains qui sont déjà destinés à la forêt, on va peut-être accélérer un tout petit peu la chose, mais à terme, la forêt va revenir de toute manière. Donc finalement, c'est vrai que des fois, c'est plus pour peut-être se donner bonne conscience qu'on peut reboiser, mais à terme, la nature fait très bien le travail. Vouloir remplacer la nature, oui, mais avec quel résultat? L'exemple des aroles fribourgeoises permet de s'interroger sur ce qu'il restera dans 100 ans des arbres plantés par les compagnies aériennes pour nous permettre de voler aujourd'hui avec la conscience un peu plus légère. On l'évoquait tout à l'heure, l'autre option proposée aux consommateurs, c'est de financer l'utilisation des carburants alternatifs, plus durables, toujours en payant un surplus sur son billet. Mais là encore, l'efficacité de la mesure est très relative. À côté de ces projets de compensation de CO2, Swiss propose une autre solution. Financer l'utilisation par les avions du groupe Lufthansa de carburants d'aviation durable. Une initiative qui a permis de récolter auprès des passagers plus de 3 millions d'euros. Mais le carburant financé se trouve-t-il vraiment dans l'avion que nous prenons? Nous avons demandé à la porte-parole de Swiss comment ça marche en pratique. En principe, lorsqu'un client décide d'utiliser un carburant alternatif, nous veillons à ce qu'il soit injecté dans nos opérations aériennes régulières. Cela signifie que le carburant alternatif acheté ne se trouve pas directement dans le vol payé par le passager, mais qu'il est intégré dans le système global du groupe Lufthansa. La quantité de carburant alternatif acheté remplace alors du carburant traditionnel. Cela n'a aucune importance que le carburant alternatif soit consommé par l'avion emprunté par le passager ou sur un autre vol. Ce qui est important, c'est que cette économie de CO2 se produise et que ce carburant alternatif arrive dans le système le plus près possible du site de production. Il ne doit pas y avoir d'émissions de CO2 supplémentaires dues au transport. L'Union européenne souhaite encourager le développement de carburants alternatifs. D'ici 2030, il devrait représenter au moins 6% du total de chaque compagnie d'aviation européenne. À l'heure actuelle, il existe 2 types de carburants. D'une part, celui produit à base d'huile usagée recyclée, comme par exemple l'huile de cuisson, et de l'autre, le synthétique, produit principalement grâce à de l'énergie solaire. Pour l'instant, seul le carburant à base d'huile usagée est disponible, et encore en très petite quantité. En plus, ce carburant n'est pas forcément la panacée, comme l'explique Matthias Schlegel, le porte-parole de Greenpeace en Suisse romande. À notre avis, ce n'est pas une solution parce que même mis bout à bout, toutes les huiles végétales usagées qu'on peut trouver sur la planète sont loin de couvrir la demande en carburant du secteur aérien. Donc, ce qui reste au final, les seuls carburants alternatifs qui pourraient couvrir la masse qui est aujourd'hui consommée par le secteur aérien, c'est de passer à des agrocarburants. La majorité de la production des agrocarburants se fait avec de l'huile de palme. Et le fait de vouloir aujourd'hui brûler des huiles de palme sous forme de carburant, c'est une catastrophe écologique en devenir en fait. Le porte-parole de Greenpeace dénonce également un manque de transparence du côté de Swiss. Moi j'ai trouvé simplement un document, c'est un blog je crois sur le site de Swiss où ils annoncent qu'ils peuvent pour l'instant produire 460 tonnes de carburant alternatif et ils affirment que ça fait l'équivalent de 175 vols. Et c'est dérisoire par rapport au nombre de vols que Swiss fait chaque jour. Pour l'instant, c'est un peu de la poudre aux yeux, tout simplement, quoi.
C'est des efforts qui sont faits, mais qui sont largement insuffisants par rapport à l'impact sur le climat de leur activité. Une situation compliquée qui a poussé le groupe Lufthansa et ses concurrents à chercher des alternatives. Parmi celles-ci se trouve le carburant développé par l'entreprise zurichoise Synelion. Cette start-up développe du kérosène synthétique qui permettrait théoriquement aux avions de voler avec un bilan carbone neutre. Pour comprendre comment cette technologie fonctionne, nous sommes allés à Horgen dans le canton de Zurich. Rencontre avec Gianluca Ambrosetti, directeur de Synelion. Pour faire le carburant synthétique, on a besoin de beaucoup d'énergie et cette énergie doit être renouvelable et surtout pas chère. Sinon, on n'arrive pas à faire des carburants qui sont renouvelables et qui sont économiques suffisamment. Nous, on fait ça avec le solaire à concentration, donc avec les miroirs, on concentre la radiation solaire pour obtenir de très hautes températures. Alors que la première usine de l'entreprise sera inaugurée en Allemagne cet été, son directeur se projette déjà sur le long terme. Nos buts, c'est d'arriver vers 2030 à produire à peu près la moitié du besoin de carburant pour avions suisses, à peu près 700 000 tonnes de carburant pour avions par année. Et de monter ça pour arriver 2040 à couvrir à peu près la moitié du besoin de carburant pour avions de l'Europe. Il n'y aura pas d'avion en vol avec du carburant synthétique avant 2025 au plus tôt. Mais cette technologie reste plus avancée que l'autre solution miracle évoquée par les compagnies aériennes. L'avion à hydrogène développé par Airbus est prévu pour 2035. C'est donc pour l'instant ce qu'on peut appeler de la musique d'avenir. Une question fondamentale dans tout cela, c'est de savoir si ce type de compensation volontaire intéresse le consommateur. Eh bien, pas vraiment, c'est ce que révèle une étude de l'Université de Berne. Combien de personnes compensent-elles volontairement leur vol ? Les chercheurs de l'Université de Berne ont analysé près de 60 000 vols partant depuis la Suisse. Verdict, seuls 4% des voyageurs ont souhaité compenser. Nous avons interrogé l'un des auteurs de l'étude, le professeur Sebastian Berger, sur les raisons qui permettent d'expliquer le peu de succès de ces mesures. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la compensation ne marche pas. D'une part, c'est une initiative volontaire qui arrive à la fin du processus de réservation. C'est-à-dire que les gens réservent de manière anonyme, ils ne le font pas publiquement. Ils peuvent simplement décider de payer ou non un montant supplémentaire. Et ça, personne ne le voit. Ça signifie que la volonté de s'engager pour le climat est naturellement plus faible à la maison que celle de montrer dans la rue qu'on veut se comporter de manière verte ou durable. L'autre problème, c'est qu'on peut aussi se demander dans quelle mesure un investissement volontaire dans la protection du climat est judicieux dans le cadre d'une activité de compensation. Comme de nombreuses questions restent sans réponse, ça peut expliquer pourquoi les gens ne sont pas prêts à le faire. Pour le chercheur, la question de la responsabilité du consommateur est moins évidente qu'elle n'y paraît. Le rôle des consommateurs est limité, c'est clair. Individuellement, nous agissons simplement comme des personnes au sein d'un système. Le fait que je vive en Suisse, par exemple, entraîne de nombreuses émissions sur lesquelles je n'ai aucune influence. Si je vis simplement, comme tous mes concitoyens en Suisse, cela signifie que j'émets dramatiquement plus que quelqu'un qui vivrait dans une autre région du monde. Et c'est bien sûr un argument très apprécié de l'industrie que de rejeter cette responsabilité sur le consommateur individuel. Mais ce n'est pas comme ça que nous allons trouver une solution à la crise climatique. En fait, l'industrie est très largement responsable de l'apparition du problème et de sa résolution. Une vision critique de la compensation que partage le porte-parole de Greenpeace. La principale critique qu'on peut faire à la compensation, c'est qu'elle ne permet pas effectivement de diminuer les quantités de CO2 qui sont émises. C'est un peu une illusion de croire qu'on peut, sans réduire sa consommation d'énergie fossile, sans réduire les émissions de carbone, simplement les compenser et trouver un équilibre comme ça qui permet de protéger le climat. C'est-à-dire que des solutions qui permettraient de voler à l'hydrogène d'ici 2035, c'est des solutions qui arriveraient beaucoup trop tard. Il faut vraiment que d'ici à la fin de la décennie, on fasse un gros effort pour réduire les émissions de carbone et les solutions technologiques ne suffiront pas. Difficile donc de voyager régulièrement en avion tout en gardant bonne conscience. Remarquez qu'on peut toujours prendre le train ou rester à la maison.
Bonsoir Sébastien Mikoche. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes vice-président de la IATA, puissante association qui fédère 290 compagnies aériennes. Vous y êtes responsable des questions de durabilité. Oui. On a vu les limites de la compensation carbone. Pourtant, l'industrie mise encore largement sur cet outil aujourd'hui. Pour quelles raisons ? Alors en fait, l'industrie ne mise pas du tout sur la compensation. Nous prenons la compensation comme un complément de nos efforts. Le principal effort de l'industrie se porte sur les biocarburants, c'est-à-dire sur le développement des carburants dont la source n'est pas du pétrole fossile, mais un recyclage de CO2 qui permet de créer du fuel, de jet air qu'on utilise, qu'on met dans nos avions. Et c'est comme ça que nous voulons décarboniser l'industrie jusqu'en 2050. Ça, c'est de la musique d'avenir. Mais aujourd'hui, pour les étapes intermédiaires, la compensation conserve une place importante. C'est-à-dire que dans le court terme, vous avez raison, mais comme musique d'avenir, c'est quelque chose qu'on utilise déjà beaucoup. Alors, beaucoup, c'est relatif encore une fois, je ne vais pas faire des faux chiffres, on est encore à moins de 1% de tous les carburants. Cela dit, on veut monter jusqu'à 10-15% de ces carburants dans les 10 ans à venir, avec 65% jusqu'en 2050. Donc la compensation dont nous parlons est vraiment un complément de nos efforts. Ce n'est absolument pas l'outil principal de décarbonisation. Alors, décision importante de l'IATA l'année dernière, puisque vous vous êtes engagé à atteindre 0 émission nette de CO2 à l'horizon 2050, justement, avec cet outil des carburants alternatifs. Comment est-ce que vous pouvez nous promettre qu'il y en aura assez et qu'ils seront efficaces, vu qu'aujourd'hui, ce n'est même pas 1% du carburant ? Alors, justement, la première des choses à faire, c'est de s'engager et de créer un signal de demande. C'est-à-dire de dire au marché, nous, les compagnies, nous allons acheter le biocarburant, ce qui automatiquement engendre un effort économique de créer ces biocarburants. Mais je voudrais insister sur le fait que c'est que 65% de notre effort. Ensuite, il y a au moins 3 autres outils. Un, c'est l'amélioration technologique que nous pouvons faire avec le contrôle aérien en augmentant les capacités de calcul des logiciels qui sont sur place. Avec l'arrivée espérée de l'hydrogène et de l'avion électrique, pour le moment à courte distance, mais il sera là. Et puis enfin, justement, la compensation comme complément. Donc c'est un mix énergétique, ou j'ai envie de dire un mix de décarbonisation que nous voulons mettre en place jusqu'en 2050. Et c'est un engagement ferme et fort qui est déjà acté par des achats de biocarburants présents et futurs en très grande quantité. Mais question très simple. Est-ce qu'on peut vraiment voler avec des avions tout autour du monde sans coût écologique ? Alors, ce sera possible, sans doute beaucoup plus après 2050. Notre objectif, c'est de vraiment limiter à quelques pourcents de nos émissions totales de 2050 l'impact environnemental. Tout ça, est-ce que ça veut dire que voler, pour monsieur et madame tout le monde, ça va coûter plus cher ? Oui, ça va coûter plus cher parce qu'il y a un prix à tout ça et on ne se cache pas. Il y a un coût à la décarbonisation parce que pour nous, c'est surtout un coût d'investissement dans des technologies qui aujourd'hui n'existent pas. Donc les vols Genève-Londres à 50 francs, ça, c'est bientôt fini. Oui, il y aura une expectative, il y a une discussion chez nous, ne serait-ce que sur quel sera le pourcentage de ce coût qui augmentera. Les compagnies en absorberont une partie. Bien sûr, une partie sera visible sur l'augmentation des prix des billets. Mais c'est clair qu'on ne voit pas ça comme un élément qui empêcherait le trafic d'augmenter. Parce qu'il y a une demande. Ce qu'on voit maintenant, dès que le trafic est possible, il repart. Et je pense que les citoyens sont conscients qu'il faudra payer plus cher pour voler plus proprement. Payer plus cher pour voler plus proprement. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Très belle soirée à vous. Merci. Voilà, vous êtes informés. À vous de choisir. Écolo ou pas, voler, ça fait encore rêver. 2 jeunes téléspectatrices ambitionnaient de devenir hôtesses de l'air. Elles se sont inscrites dans une école pour se former à ce métier. Et là, tout ne s'est pas passé comme prévu. Voyez le reportage de Michael Dirani avec Malik Melli. Aux États-Unis, dans les années 40, l'aviation est en plein boom. Un nouveau métier voit le jour, hôtesse de l'air. À l'époque, on exigeait une santé robuste, un physique avantageux, mais aussi des rudiments de théorie aéronautique. Il fallait savoir marcher sur des hauts talons, avoir une manucure et une coiffure parfaite. On vous mettait en situation dans un simulateur et il fallait encore savoir gérer les plateaux repas. Les voici enfin prêtes.
2022, nous sommes à Lausanne. Autre temps, autre mœurs, pourtant, de nos jours, la profession d'hôtesse fait encore rêver. Voici Noémie et Sandrine. Cette dernière a un nom d'emprunt, car elle souhaite témoigner anonymement. Je suis passionnée de tourisme, je travaille dans le tourisme, je fais également des études encore dans le tourisme. Et hôtesse de l'air, ça m'a toujours plu parce que j'adore les voyages et je trouvais que c'était une bonne combinaison d'avoir une formation dans le voyage tout en, après en exerçant le métier, de pouvoir voyager encore. J'étais dans une période où je ne trouvais pas de travail. Et puis je me suis dit que c'était une occasion de faire une nouvelle formation. Et j'ai fait une école hôtelière. Du coup, je trouvais que ça avait du sens avec la formation que j'avais faite auparavant. Un peu par hasard, j'ai dû taper sur Internet hôtesse de l'air et puis je suis tombée sur cette école. Cette école, la voici, c'est l'école Athéna dans le quartier de la Gare à Lausanne, spécialisée dans les formations à courte durée. Mais pour nos deux jeunes filles, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Attachez vos ceintures. Ils proposent diverses formations, donc pas forcément que dans le tourisme, aussi dans la santé. Et puis leur page internet, tout semblait parfait. Il y avait plein d'indications, des détails sur la formation, sur les cours, donc vraiment sans problème au préalable. J'ai remarqué qu'au fait à Lausanne, ils proposaient cette formation-là. Moi, ça m'a rejoint vu que j'habite pas trop loin de Lausanne. Et elle avait l'air aussi sérieuse par rapport au site internet, etc. Ce qui est sérieux, c'est aussi le montant de l'écolage. 4 000 francs pour 4 mois de cours. Mais dès la deuxième semaine, les premières secousses se font sentir. La date de la rentrée est le 14 septembre. On a eu le deuxième cours un mois après, 4 à 5 semaines plus tard, car le livre sur lequel le cours s'est basé n'avait pas été commandé. On ne nous a pas vraiment dit c'est reporté d'un mois, on nous a dit il arrivera peut-être la semaine prochaine. Ah non, en fait, il n'est toujours pas là, ce sera la semaine d'après, et ainsi de suite, 5 semaines plus tard. Donc il y a eu des semaines où on n'avait pas du tout de cours. Et au fait, on a su sur le moment que le prof ne nous donnerait pas les cours chaque semaine. Et puis, non, on n'a pas été prévenus du tout. Parce que sinon, moi, j'aurais pas choisi cette école-là. C'était pas... Les deux principaux problèmes qu'on a rencontrés, c'est lorsque la directrice nous a envoyé des mails pour nous dire « vous avez cours à ces dates-là ». Donc on a vraiment un mail où c'est écrit noir sur blanc. Et à 2 reprises, le cours n'a pas eu lieu. Alors la première fois, c'est un de nos profs qui a eu le réflexe de se dire « ah mais c'est bizarre, c'est pendant les vacances scolaires ». Et donc elle a pu nous prévenir le dimanche pour le cours du mardi que le cours était annulé. Mais la seconde fois, en fait, on ne nous a jamais prévenus et on est arrivé devant la classe, fermé à clé. Et aucune nouvelle, on a commencé à écrire au prof, il n'y a personne, c'est bizarre. Et en fait, la directrice avait oublié de nous dire que pendant les vacances scolaires, il n'y avait pas cours. Oubli à répétition, date erronée, les bévues s'accumulent, comme par exemple cette date d'inscription pour un examen fixé au mardi 28 mars 2022, qui se trouve être en réalité un lundi. Afin de maîtriser toutes ces turbulences, nous avons demandé au juriste de bon à savoir, Timko Chatania, son avis sur cette affaire. L'école, elle a une liste de prestations bien précise qu'elle propose, alors soit via son site, dans la description de sa formation, soit peut-être plus tard si elle fait signer un contrat avec ses étudiants. Et elle doit respecter ici ces prestations qu'elle a promis. Si elle ne le fait pas, à ce moment-là, on peut considérer que c'est une mauvaise exécution du contrat. Et à ce moment-là, un étudiant qui voit par exemple un cours annulé devrait prévenir directement la direction, lui dire qu'il existe ce problème-là et lui demander du coup de trouver une solution, lui donner un petit délai supplémentaire pour trouver une solution pour pouvoir avoir ce cours. Et si ce n'est pas possible ou si c'est trop tard, à ce moment-là, on pourrait demander le remboursement directement de la valeur de ce cours-là, en tout cas de tout ce qui n'a pas été fait correctement, conformément à ce qui a été promis au sein de cette formation. Très vite, les étudiants ont alerté la direction de l'école sur les problèmes rencontrés, en espérant une réponse rapide. Une des filles avec qui j'étais en cours a fait une lettre recommandée, on n'a jamais eu de réponse. Le seul moment où on a une réponse de sa part, c'est lorsqu'on l'a appelée, donc après avoir envoyé déjà cette lettre et ce mail, et elle nous a raccroché au nez. À ce stade de notre turbulent voyage, lancer une procédure serait-il envisageable ? Lancer une procédure, peut-être pas tout de suite. D'abord, comme je vous disais, plutôt faire un résumé de ce qui s'est mal passé, de le comparer avec ce qui était promis sur le site et essayer de mettre une valeur dessus pour ensuite demander une indemnisation à la fois de ce qui était mal été fait, mais aussi de ce qu'on a dépensé en trop et pour rien.
idéalement par écrit, idéalement par courrier recommandé même. Elles peuvent pour ça demander de l'aide justement à un service juridique, à un avocat, pour l'écrire peut-être plus de manière juridique, avec des articles de loi cités pour être un peu plus incisif, et puis lui donner un certain délai à cette école pour le remboursement. On voulait surtout un dédommagement financier. Cette formation était quand même coûteuse, donc 4 000 francs. Pour ma part, je l'ai payé seule, c'est un sacré prix. On voulait ce dédommagement parce qu'on a quand même perdu du temps, chacun et chacune. C'était des trajets, c'était des mardis soirs consacrés juste à ça. Moi, je viens après Fribourg, je fais 45 minutes pour venir, 45 minutes pour rentrer. C'est long, ça fait des longues journées. Alors selon elle, elle a rempli son contrat parce qu'elle a donné cours, enfin les cours ont été donnés, mais selon nous, il y a eu des gros manquements au contrat. C'est pas ce qui était prévu, c'est pas ce qui avait été accordé, mais bon. Pour elle, elle avait donné l'entier des cours, même si ça avait été retardé. Voilà, les cours avaient été donnés, donc le job avait été fait. Mais à aucun moment elle a donné des excuses. Elle a même dit qu'elle allait envoyer un mail d'excuses, mais on l'attend toujours. Vous avez quand même été un petit peu dégoûté de l'expérience? Pas complètement, parce que les profs, ils nous ont quand même beaucoup motivés et ils nous ont donné cette envie de faire ce métier. Donc ça reste quand même un petit rêve. Contactée, la directrice de l'école Athéna admet des erreurs au niveau de la communication des dates de cours aux étudiants. Elle invoque, entre autres, des problèmes de santé de son côté. À propos de la prolongation de la durée des cours, elle écrit « Oui, la formation a été rallongée de 2 mois, ce que nous regrettons, mais cela a été décidé afin de donner le nombre total de périodes auxquelles les étudiants avaient droit. Pour cette raison, il n'y a pas lieu de rembourser les étudiants, ce qui leur a aussi été expliqué. » La directrice, qui dénonce par ailleurs l'attitude de certaines étudiantes et précise qu'elle envisage d'intenter une procédure pour harcèlement à leur encontre. Ambiance. Pour terminer cette émission, on redescend sur le bitume avec un comparatif entre 2 roues thermiques et 2 roues électriques. Nos collègues de Kassensturz et le TCS ont fait l'exercice. Autonomie, freinage, accélération. Tout y passe. Philippe Thibault. Le grand duel. Essence contre électricité. L'avenir contre le passé. Qui accélérera le plus fort? En bleu, le pilote thermique. En noir, son concurrent électrique. Nous sommes au centre de test du TCS à Emmen. Les scooters électriques les plus vendus, comme le E-Trix Silence, affrontent leur homologue à essence, la légendaire Vespa. De plus, un modèle d'entrée de gamme se mesurera à un équivalent thermique. 2 motos sont également en compétition. Le modèle électrique plutôt cher, à 17 000 francs, contre la Yamaha à essence, bien plus abordable. Au contraire de celui des voitures, le marché des motos à propulsion électrique est encore limité. Nous verrons donc si la génération électrique émergente peut tenir tête aux motos thermiques. Test d'autonomie. Les experts du TCS parcourent un circuit standard en circulation urbaine pour l'essentiel. Le modèle à essence Orbit atteint 258 km. Le modèle électrique équivalent s'arrête après 82 km. S'il roule plus vite, son autonomie sera encore réduite. Les scooters thermiques ont en moyenne une autonomie 3 fois plus longue. Tout dépend au fond de l'usage qu'on attend. Si vous envisagez de rouler d'un point A à un point B sur 30 ou 40 km et ensuite revenir au point de départ, tous ces véhicules conviennent. Si par contre vous partez pour un grand tour de 500 km sur un week-end, l'électrique n'y arrive pas encore. Pour l'autonomie, les modèles à essence se montrent donc supérieurs. Dans la catégorie des scooters les plus vendus, la Vespa parcourt 350 km. Le Electro-E-Trix parvient au tiers de cette distance, 110 km. Dans la catégorie entrée de gamme, le modèle à essence roule au moins 2 fois plus loin que l'électrique. Les motos à moteur thermique parcourent également le double de la distance des électriques. La consommation d'énergie des moteurs électriques est en revanche bien moins importante.
Ils offrent donc un meilleur rendement, ce que montre la conversion de la consommation de courant en son équivalent carburant. La Vespa consomme 2,3 litres au 100 km, alors que l'équivalent carburant du scooter électrique est d'un demi-litre seulement. Pour l'entrée de gamme, l'électrique se distingue aussi par sa faible consommation. La moto Yamaha se montre particulièrement sobre en essence, mais pas suffisamment pour damer le pion à sa concurrente électrique, pourtant bien plus lourde. Comparons maintenant les distances de freinage. Lancés à 50 km/h, les pilotes freinent à fond. Pas de grande différence à observer. On répète le test, mais cette fois sur chaussée mouillée. Une déception. Seule la Vespa est équipée d'un système anti-bloquant ABS. L'ABS évite donc le blocage des roues. Sur tous les autres modèles, thermiques ou électriques, les roues peuvent se bloquer et déraper lors du freinage. À l'usage, les scooters électriques dégagent moins de CO2 nocif au climat. Mais leur fabrication produit davantage de CO2. En roulant, les modèles essence génèrent en revanche bien plus de dommages à l'environnement. Le modèle électrique e-Trix parvient à 110 km avec une charge de batterie complète. Sa batterie est assez commode à enlever. Il faut compter 8 à 12 heures pour recharger complètement la batterie d'une telle moto électrique. On peut aussi recharger partiellement sur une prise domestique à raison de 20 km pour une heure de charge. La plupart des motos sont équipées de batteries au lithium. Elles coûtent très cher, mais tiennent bien plus longtemps. Une batterie au lithium tient, selon la fabrication, entre 600 et 2000 cycles de recharge. On n'arrive pas bien à savoir quel système équipe ces motos. Une batterie de ce type dure en général aussi longtemps que le véhicule lui-même. Les véhicules thermiques sont en général plus bruyants que leur équivalent électrique. Une surprise, la moto électrique la plus puissante, la Zero, s'avère aussi bruyante que sa concurrente. En résumé, on dira que des émanations de CO2 plus modestes donnent l'avantage aux scooters électriques. Pour les motos, on est à égalité. Après addition du test sonore, les positions demeurent les mêmes chez les scooters. Et les motos sont toujours au coude à coude. Sur ces motos à essence, il faut bien entendu passer les vitesses. Alors que sur les motos électriques, il suffit de tourner la poignée et ça roule. Les motos électriques offrent une conduite plus douce. Le couple est plus régulier. Le modèle à essence réagit plus lentement. Quand on donne des gaz, la conduite est moins subtile. Beaucoup d'informations dans ce comparatif. Si vous souhaitez regarder cela en détail, tranquillement pour vous faire votre opinion, tout est en ligne sur notre site abe.ch.